Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Math Edu TV. Si nous était donné de faire un petit sondage sur la partie de notre travail d'enseignante considérée comme étant la plus difficile, la plus harassante, la plus prenante, je suis sûr qu'apparaîtrait tout en haut de la liste la correction des copies. C'est une épreuve, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué, c'est une épreuve intellectuelle, émotive, physique, qui peut apparaître très prenante, très consommatrice en temps, surtout avec la réalité de nos écoles en Afrique, marquée le plus souvent par les effectifs pléthoriques. J'ai donc parlé de la correction des copies. Alors, vous l'aurez compris, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui concerne la correction des copies, mais la correction efficace des copies. Comment corriger de manière efficace des copies? Ça va être l'objet de ma vidéo. Je suis Guy-Roger Kaba, je suis enseignant de mathématiques de formation, je suis actuellement formateur d'enseignants et aussi analyse en politique éducative. J'ai enseigné pendant une vingtaine d'années, j'ai enseigné au secondaire, j'ai aussi formé des enseignants pendant cette vingtaine d'années. C'est donc fort de cette expérience, des lectures, du travail, de la réflexion que je partage avec vous quelques idées sur la manière de corriger efficacement les copies. Alors ces idées pourront apparaître comme une redite, hein, ces idées pourront apparaître comme une redite du déjà vu, du déjà entendu, pour ceux d'entre vous qui sont très expérimentés. Mais même pour ceux-là, il peut toujours être important, il peut toujours être intéressant de les ressasser, de refaire le point sur la façon de corriger efficacement les copies. Pour ceux d'entre vous qui sont les plus jeunes, qui sont nouveaux dans le métier, je pense que la vidéo peut les aider à affermir leur réflexion sur une étape importante, la correction des copies, qui est très souvent absente de nos différents programmes de formation. Lorsqu'on se forme à être enseignant, c'est en formation initiale, il est très rare qu'on nous apprenne, hein, qu'on nous montre des trucs et astuces pour corriger les copies de manière efficace. Or, c'est une des tâches qui est centrale dans notre métier d'enseignant. C'est donc le but de cette vidéo, donner quelques points de repère pour aider les enseignants à corriger efficacement les copies. Je m'adresse aux enseignants professionnels, mais aussi à ceux qui enseignent à l'occasion. Alors, mon propos est organisé, comme vous le voyez, en 4 parties. J'énoncerai quelques préalables, je donnerai quelques pistes, quelques trucs et astuces avant la correction, d'autres pendant la correction, et je finirai par quelques idées fortes sur ce qu'il conviendrait de faire après la correction. Alors, commençons par les préalables. Alors, je parle ici de la correction des productions écrites, comme des devoirs, des interrogations écrites, ou d'une épreuve d'examen, au bac ou au BPC, au brevet par exemple. Commençons par dire qu'il s'agit d'une responsabilité importante pour l'enseignant, parce que les notes que nous attribuons à nos élèves ont une conséquence majeure sur leur devenir scolaire. C'est elles qui décident de leur passage ou de leur redoublement. C'est donc une grande responsabilité qui nous incombe, nous enseignants. D'où la nécessité de le faire de la meilleure des manières qui soit. Il faut donc chercher à corriger de manière efficace pour juger de l'état des connaissances, de l'état des apprentissages, pour aider les élèves à s'améliorer et aussi pour ajuster nos interventions en fonction du feedback que nous renvoient les notes de nos élèves. Pour cela, il faut éviter 2 pièges. Sous-évaluer, c'est-à-dire attribuer une note en dessous du niveau réel de l'élève, ou surévaluer, c'est-à-dire lui attribuer une note qui est au-dessus de son niveau réel. Il faut toujours ces deux écueils que l'enseignant doit chercher constamment à éviter. D'accord? Et dans ce travail,
ce travail de correction, ce travail d'évitement de la sous-évaluation, de la surévaluation, il faut prendre conscience qu'il existe des biais de la correction. Alors, ce que je dis, c'est valable pour tous les enseignants de la maternelle au supérieur, qu'on soit enseignant professionnel ou bien enseignant occasionnel voilà. Quelques biais qu'il faut éviter. Biais de la correction. Il y a l'effet fatigue. L'effet fatigue c'est l'enseignant qui est fatigué, qui a beaucoup corrigé. Ça peut le conduire à surévaluer les premières copies parce qu'il est encore en forme et avoir tendance à sous-évaluer les dernières copies parce qu'il est fatigué. Il a peut-être plus toute sa lucidité, il est épuisé, il a tout un lot de corrections. Hein. Le deuxième biais de la correction, c'est l'effet hors des contrastes. Alors cet effet apparaît lorsqu'on vient de corriger une excellente copie et que juste après on a une copie, disons, beaucoup plus moyenne. On peut avoir tendance à sous-évaluer cette copie moyenne parce que on est encore sous l'effet de l'excellence de la copie précédente. Et cet effet hors des contrastes, c'est cet effet qui nous amène à toujours vouloir classer les apprenants entre eux plutôt que de l'évaluer l'atteinte de l'objectif, de juger chaque enseignant en fonction, chaque apprenant en fonction de l'objectif qui est assigné. Il y a l'effet favoritisme qui peut nous conduire à avoir tendance à surévaluer le favori, celui qui nous renvoie une image gratifiante de nous-mêmes. On peut avoir tendance à le surévaluer. Il y a l'effet Pygmalion. Hein. Parfois, on peut avoir tendance, nous enseignants, à catégoriser les élèves, bons élèves, mauvais élèves. On aura tendance à surévaluer les bons élèves et à sous-évaluer les élèves qu'on a catégorisés comme étant mauvais. L'effet inverse aussi peut advenir, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à sous-évaluer les bons élèves, c'est-à-dire être excessivement sévère avec eux, parce qu'on sait qu'ils sont bons, on les considère comme bons, donc on peut être excessivement sévère avec eux, et le pendant, c'est qu'on peut être un peu moins regardant avec les mauvais élèves, parce qu'on se dit, bon, ils ont fait un petit effort, etc. Donc ça, ce sont quelques effets quelques biais, d'autres biais. Il y a l'effet stéréotype. L'effet stéréotype, c'est l'influence des notes qui sont attribuées en début d'année. En début d'année, les premières évaluations m'amènent à catégoriser les élèves, donc je vais tendance à vouloir les maintenir dans les catégories que je leur ai assignées. Alors, le biais stéréotype peut aussi m'amener à être plus sévère à un élève parce qu'il n'est pas poli, parce qu'il a un mauvais comportement, ou à surévaluer un élève du fait de son bon comportement, parce qu'il est poli, parce qu'il est agréable, etc. Il y a l'effet halo. L'effet halo, c'est l'influence de la présentation de la copie. Une copie bien présentée, une belle calligraphie, les résultats sont soulignés, bien mis en évidence, la copie est agréable au regard, même si le fond l'est beaucoup moins, même si les connaissances que l'enfant met en œuvre sont largement insuffisantes, la présentation peut avoir un effet de surévaluation si la copie est bien présentée ou de sous-évaluation si la copie est mal présentée. C'est-à-dire un très bon élève, une très bonne copie, dans le fond, peut être sous-évaluée parce qu'elle est mal présentée. C'est l'effet halo. Il y a l'effet choc. C'est-à-dire que je lis la copie et je me rends compte que l'élève reproduit plusieurs fois une même erreur sur laquelle j'ai insisté, réinsisté en classe. Alors, cela peut me conduire dans un état d'énervement tel que je vais avoir tendance à vouloir le sous-évaluer. Ce qu'on appelle on est dans le cas du choc négatif. Ça peut être l'inverse. Dans une copie médiocre, une seule bonne idée, une seule bonne démarche peut avoir tendance à conduire l'enseignant à surévaluer, à exagérer les réponses, à les considérer à considérer la copie globalement, à la surévaluer. Ça, c'est le choc positif. Je terminerai par un dernier effet qui est très courant, c'est l'effet écart-type, qui consiste à n'utiliser qu'une fourchette de notes. Par exemple, je vais considérer que le très bon élève chez moi, l'excellent élève, la très bonne copie, c'est 14. Alors que l'échelle de notes, c'est de 0 à 20. Donc voilà quelques biais
sur lesquels l'enseignant doit faire extrêmement attention. Donc ça, c'était les préalables sur lesquels je voulais insister. Maintenant, que faire avant la correction? Disons que la correction commence au moment de la conception de l'évaluation. Quand vous concevez l'évaluation, ayez à l'esprit la manière dont vous allez l'évaluer. Donc, concevoir et évaluer, ça va en même temps. Premièrement, il faut se fixer des objectifs. Pour une évaluation, on se fixe des objectifs. On choisit les parties du cours sur lesquelles vont porter l'évaluation. On s'assure que les élèves ont suffisamment eu le temps d'apprendre ces connaissances, ces savoirs sur lesquels je vais les évaluer. On évite des objectifs parasites. Si je vais évaluer la résolution des équations du second degré, je ne mets pas une question préalable qui va nécessiter, par exemple, de connaître la formule de l'aire d'un trapèze. Parce que si les élèves ont oublié la formule de l'aire d'un trapèze, je ne saurais pas si ça résout des équations. Donc, éviter les objectifs parasites. Donc, bien cibler, bien fixer ces objectifs. Communiquer avec les élèves sur les objectifs d'évaluation, sur les contenus qui vont être évalués, pas d'embuscade. On fait un cours sur tel aspect, on évalue on fait des exercices sur tel aspect en rapport avec le cours, et quand on évalue, on propose tout autre chose. Donc, vraiment, c'est des choses qu'il faut éviter, qui compliquent le travail, ce sont des choses qui compliquent le travail de la correction. Formuler clairement les questions, sur le groupe, sur la chaîne Math-Éduc TV. Vous pouvez trouver une vidéo qui est consacrée au questionnement en classe. Donc, ici, je vous donne juste quelques points de repère, mais vous pouvez à l'occasion aller regarder cette vidéo qui donne quelques idées pour formuler clairement les questions. Donc, éviter les formulations floues, s'assurer que les questions posées permettent d'évaluer l'objectif fixé, qu'elle n'évalue pas autre chose que ce que je veux évaluer. D'accord? Réajuster si nécessaire en pleine composition, pendant que les élèves composent en classe. Si je me rends compte qu'une question a été particulièrement mal comprise, rien ne m'empêche de réajuster, pour être sûr que les élèves comprennent les choses exactement comme je voudrais qu'ils les comprennent. Varier les questions, questions ouvertes, questions fermées. Si vous ne mettez que les questions ouvertes, la correction sera d'autant plus difficile. Donc, varier, questions ouvertes, questions fermées. Varier aussi les différents niveaux de difficulté en lien avec les objectifs que vous assignez à l'évaluation. Dernier point de repère, fixer des critères de correction. Pour cela, il va falloir élaborer une grille de correction dans laquelle vous anticipez vos attentes par rapport aux élèves. Vous anticipez les attentes par rapport aux élèves. Et c'est important, vous pouvez également communiquer avec les élèves la grille de correction, pour qu'ils sachent exactement sur quoi, la façon dont ils seront évalués. Alors, prenons dans le vif du sujet, que faire pendant la correction? 2 règles. Viser efficacité et objectivité. On vise, même si ce n'est pas toujours possible, on vise la note idéale, c'est-à-dire attribuer à l'élève une note qui correspond à l'état de ses connaissances au moment de l'évaluation. Premier point de repère, gérer l'environnement. Il faut se réserver, il faut s'aménager un cadre facilitant dans lequel on peut corriger de manière sereine. Il faut aménager votre environnement de correction. Il faut l'aménager. Il faut préparer les copies. Pour cela, un conseil. On a souvent de grands effectifs dans nos établissements en Afrique. Alors, un conseil qui a fait ses preuves, vous avez un gros lot de 100 copies, 150 copies, 200 copies, à l'université, ça peut monter jusqu'à 500 copies. Faites des lots, subdivisez votre gros lot en divers lots de copies. Cela vous permettra de fractionner le travail, donc d'alléger votre charge mentale par période. Si vous faites des lots, par exemple, d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de copies, ça sera votre charge de travail pendant une période donnée. Vous pouvez également consulter rapidement quelques copies au hasard pour vous assurer de la validité de vos consignes et pour vous assurer que votre grille de correction fonctionne bien, auquel cas vous pouvez
pouvez l'ajuster. Donc, c'est important de commencer par un travail de préparation des copies. Réfléchir à la façon dont vous allez organiser votre correction. Après la préparation de copies, on entre dans la correction. Alors, ici, une des idées qui fonctionne très bien, et je le dis pour l'avoir expérimenté pendant des années, pour l'avoir recommandé à des correcteurs à l'examen du bac quand j'étais harmonisateur, c'est de corriger item par item. Alors, je m'explique, c'est vraiment un point essentiel. Ce que j'entends par item, c'est une question, un exercice ou une partie du devoir. Dans les matières comme le français ou la philo, ça peut être par exemple l'introduction ou la conclusion. D'accord? Donc, corriger item par item. Donc, prendre un item, une question, un exercice, l'introduction, vous la corrigez pour tous les devoirs, pour toutes les copies. Copie 1, vous regardez la question 1 de l'exercice 1. Vous corrigez la question 1 de l'exercice 1 pour tous les devoirs. Alors certains me diront, oui, ça prend du temps. Non, c'est très économique parce que ça vous permet d'être plus objectif. Vous avez, si vous le faites, vous aurez à l'esprit les critères de correction. Ça vous permettra donc d'avoir une correction plus objective et plus uniforme sur toutes les copies. Et un autre avantage, c'est que ça vous permet de revenir plusieurs fois sur une même copie. Parce qu'on peut avoir oublié des points, on peut avoir oublié un aspect, on peut ne pas avoir bien lu. Donc, le fait de corriger item par item, ça me permet de revenir plusieurs fois sur une même copie. Donc, c'est vraiment un point important. C'est une stratégie qui a fait ses preuves dans différents contextes. Je vous mettrai en commentaire de la vidéo sur YouTube. Je vous mettrai en commentaire quelques références qui m'ont servi à élaborer cette vidéo. Références que vous pouvez consulter pour être bien sûr que ces techniques, ces astuces que je suggère fonctionnent, ont déjà fonctionné, y compris en contexte africain, avec nos pléthores de copies, avec nos difficultés particulières. Donc, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais insister, la correction item par item. Une même question est corrigée sur chacune des copies. Limiter les périodes de correction. Vous avez fait des sous-lots, vous avez des lots de 30, des lots de 20, des lots de 40, et vous vous dites, bon, chaque lot, ça va me prendre, vous connaissez votre vitesse de correction, chaque lot, je vais décider que chaque lot, je vais par exemple prendre 1 heure, 2 heures pour corriger chaque lot de copies. D'accord? Cela permet, donc je limite mes périodes de correction, je m'aménage des pauses entre chaque période de correction. Ça permet donc de réduire l'effet fatigue. Donc, avoir la capacité de faire des pauses, connaître sa vitesse, être capable d'évaluer sa vitesse de correction. Un dernier point, corriger de manière efficace, il faut annoter de manière constructive, pas simplement barrer, hors sujet, 0, nul. Non, il faut expliquer en quoi l'élève est hors sujet. Il faut expliquer pourquoi l'élève, au lieu d'avoir 2 points, il a 0,50. Donc, annoter la copie de manière constructive. Erreur de signe, etc., etc. Il a mis un moins à la place d'un plus. Il faut expliquer, il faut faire des annotations des copies, un temps, un prolongement du cours où vous pouvez communiquer avec vos élèves. Correction efficace et objective, 2 règles du jeu. Alors, je vais terminer avec ce qu'il conviendra de faire après la correction. Il est nécessaire de faire un compte-rendu de correction. Pas simplement comme nous le faisons tous, comme nous l'avons tous fait, juste distribuer les copies en les classant, en étant énervé. Je classe les copies, je donne le meilleur au dernier. Non, il faut dépasser cette façon de faire. Nous on l'a tous fait. Mais je pense qu'il faut dépasser cette façon de faire en faisant un véritable compte-rendu de correction. En commençant par indiquer les points positifs, il y en a toujours des points positifs. Ce que les élèves ont réussi majoritairement à faire. Même s'il s'agit de petites choses, mais c'est important d'indiquer aux élèves qu'il y a des choses qu'ils ont majoritairement, globalement réussi à faire, et des objectifs qui ont été atteints. Et pour cela, rien ne vous empêche d'illustrer avec quelques extraits de copies, bien sûr avec l'accord des élèves, extraits de copies d'élèves qui ont particulièrement réussi certains aspects du devoir. Donc, indiquer les points positifs. Pointer les erreurs. Dire aux élèves,
les erreurs, insister sur les erreurs les récurrentes, pardon, les plus dommageables. Il faut expliciter, il faut expliquer en quoi les démarches sont erronées. Donc, c'est l'occasion vraiment de revenir sur le cours, d'expliquer en quoi les démarches des élèves sont erronées. Ne pas se limiter à pointer les erreurs, il faut proposer des pistes de remédiation. Orienter les élèves sur la manière de surmonter les difficultés, sur la manière de dépasser leurs erreurs, parce que n'oubliez pas, les erreurs sont inhérentes à l'apprentissage. Alors, si vous faites une correction, vous pointez les aspects positifs, vous mettez en évidence les erreurs, vous faites de la remédiation, ben, les élèves peuvent se dire, ben, ils peuvent ne pas être attentifs à votre correction parce qu'ils peuvent se dire que c'est déjà passé. Le devoir est passé, j'ai eu 2, j'ai eu 3, j'ai eu 5, j'ai eu 6, c'est fini. C'est pour ça que je vous suggère d'offrir des chances aux élèves de se rattraper. Rien ne vous empêche, pour la suite, pour une prochaine évaluation, de prendre certains objectifs, certaines connaissances, par exemple, qui n'ont pas bien fonctionné lors de l'évaluation présente, de les ramener à la prochaine évaluation pour que le compte rendu, la correction que vous faites, serve à se rattraper, serve à donner une chance de plus aux élèves. Voilà les points de repère que je souhaitais partager avec vous pour vous amener quelques points de repère pour vous aider à corriger de manière beaucoup plus efficace. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce sont des stratégies qui ont été éprouvées dans différents contextes, y compris en Afrique, y compris avec des effectifs pléthoriques. Comme je le dis pour chaque vidéo, euh, les points de repère que je donne, les trucs et astuces que je donne, ne sont pas des vérités absolues qui s'appliquent partout, dans tout contexte. Hein, c'est à chacun, à partir de ces points de repère, d'approfondir la réflexion et lui-même, d'élaborer lui-même ses propres stratégies de correction. Bien sûr, en s'inspirant des lectures, des capsules vidéo comme celle que je viens de proposer. Voilà donc ma contribution ce jour. Je terminerai en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo et en vous insistant sur Math-Edu TV, la chaîne sur laquelle vous pouvez booster votre compétence à enseigner. J'insiste que vous soyez enseignant professionnel ou enseignant occasionnel en tant que parent d'élèves ou faites des interventions face à des publics variés. Je vous incite à vous abonner sur Math-Edu TV. Merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Math-Edu TV. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire des suggestions de thématiques qui vous tiennent à cœur. N'hésitez même pas à proposer des vidéos, à m'envoyer des vidéos. Je mettrai mon adresse courriel en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, des thématiques que vous souhaiterez aborder vous-même ou bien que vous souhaiterez que j'aborde. La chaîne Math-Edu TV ne porte pas que sur les maths, vous l'avez remarqué. Math-Edu TV, c'est un nom générique. Elle porte sur les questions éducatives, sur les questions d'éducation, en particulier sur des problématiques qui se posent avec plus d'acuité dans les contextes africains. Donc voilà, à très bientôt sur Math-Edu TV pour une autre vidéo.